Bonsoir à toutes et à tous. Merci de nous rejoindre comme chaque mercredi soir pour le débrief. Nous sommes ensemble pour 1 heure pour décrypter et analyser l'actualité de la semaine. Et la première actualité sur laquelle nous allons nous arrêter ce soir, c'est la démission de Christopher Ross qui a été confirmée il y a 1 semaine. L'envoyé spécial de l'ONU pour le Sahara a rendu le tablier. Nous reviendrons donc ce soir sur les raisons de cette démission et puis sur ses conséquences. Et en seconde partie, nous irons en Europe où depuis quelques jours, une crise diplomatique s'accroît entre la Turquie de Recep Tayyip Erdogan et un certain nombre d'États européens, au premier rang desquels les Pays-Bas. Nous expliquerons donc ce soir les causes de cette tension, aggravée par un contexte politique difficile en Turquie, mais aussi dans certains pays européens, et sur ses conséquences. Et pour nous accompagner ce soir sur ces 2 thèmes, nous avons le plaisir de recevoir sur notre plateau Mohamed Ezouaq, le directeur de publication de yabiladi.com. Merci de nous avoir rejoints. Bonsoir. Face à vous, notre ami Naïm Kamel, directeur de publication de Quid.ma. Merci Naïm d'être avec nous. Merci à vous. Et face à vous, enfin, monsieur Aziz Saïdi, rédacteur en chef de la Tribune Afrique. Ravi de vous recevoir à nouveau. Bonsoir. Alors messieurs, je le disais, on va commencer avec la démission de Christopher Ross. Elle a été confirmée il y a 1 semaine par une déclaration de Jeffrey Feltman, le responsable des affaires politiques de l'ONU, dans une déclaration faite à l'AFP. Voici ce qu'il a déclaré. Il n'a pas pu ramener les parties autour de la table des négociations. Il a offert sa démission au secrétaire général pour qu'il en décide quand cela lui conviendra. Cette démission de Christopher Ross, on pouvait s'y attendre, messieurs? Naïm Kamel? Forcément, dès lors qu'il y a eu un nouveau secrétaire général, d'abord dans la règle de l'ONU, c'est que tous les envoyés spéciaux, les représentants, c'est comme quand un nouveau gouvernement ou un nouveau président arrive, tout le monde démissionne. Il y a peut-être ce qui pourrait être reconduit s'ils ont été efficients et efficaces, d'autres qui ne vont pas l'être. Or, Ross fait partie, à mon sens, de la catégorie des représentants personnels du secrétaire général de l'ONU qui n'ont été d'aucune utilité, sinon d'une nuisance au processus de la recherche d'une solution au problème du Sahara. Il est normal qu'il tire les conséquences. Le Maroc, de toutes les manières, on le sait très bien, il avait marqué sa défiance à l'égard de Ross en 2012. Oui, on va revenir sur les étapes des relations avec le Maroc. Brièvement, parce qu'il était américain, parce qu'il avait les bonnes grâces de Ban Ki-moon, et il a fallu le maintenir. Le Maroc avait accepté à contre-cœur. Maintenant, on est dans une nouvelle phase qui n'est pas plus sereine que ce qui s'était passé. Ce qui est certain, c'est que c'est le premier représentant personnel du secrétaire général de l'ONU, parce qu'il y en a eu des tonnes, qui laisse derrière lui une situation plus grave qu'il ne l'a trouvée. Aziz Saïdi, vous partagez cet avis? C'était logique qu'il parte dans le sillage de Ban Ki-moon? Tout à fait. Dans l'intitulé même de la fonction, on dit envoyé personnel. Donc la personne du nouveau secrétaire général est engagée à travers cet envoyé. Il y avait aussi beaucoup de bruit qui courait qu'il n'aurait pas été reconduit s'il n'avait pas démissionné. En tout cas, pour revenir à la personne de Christopher Ross, il a été en poste pendant 8 ans. Ces 8 ans, comme le disait Naïm Kamel, c'est vraiment, la situation s'est beaucoup détériorée, notamment en termes de négociations. Et donc, on peut dire que dans sa mission, il n'a pas beaucoup avancé, si ce n'est qu'il a plutôt reculé. Mohamed Ezouaq, pour finir le tour de table sur cette question. Oui, vous l'avez souligné, 8 ans, donc c'est quand même long. C'est un envoyé spécial qui a duré, mine de rien, qui avait démarré... Qui a duré 7 ans aussi. Oui, 7 ans. Peter Van Walsum, beaucoup moins. Mais il avait plutôt bien démarré avec des rencontres informelles. Il avait notamment lancé un cycle de rencontres informelles. La dernière était en 2012. C'est là où la tension est montée à son paroxysme. En 2012, à Manhasset, aux États-Unis. Mais c'est vrai qu'on n'avait plus entendu... les dernières années déjà étaient très délicates. Et on n'avait plus entendu Christopher Ross depuis octobre 2016,
suite à une réunion au Conseil de sécurité. Donc je pense que lui-même, de toute façon, s'était préparé. Il est sûrement très usé. Il n'a plus du tout la capacité de faire entendre ou de rapprocher les points de vue. Et donc il avait de lui-même, il savait qu'il allait partir, quitter. C'est pas la capacité, la volonté. Non, juste. C'est pas qu'il n'avait pas la capacité de rapprocher les points de vue, il n'avait pas la volonté de rapprocher les points de vue. Oui, après, sur les positions, bien sûr, il peut y avoir des influences et des arbitrages, mais en tout cas, il n'avait pas la capacité, puisqu'il était de toute façon, il avait lui-même créé un blocage avec le Maroc qui était en crise, en crise ouverte avec Christopher Ross, et donc on était vraiment dans une fin de règne, et pour Ban Ki-moon et pour Christopher Ross. Dans un blocage complet. De toute façon, qui n'augurait rien de bon pour Christopher Ross. Donc je pense que de toute façon, il était préparé au départ et que c'était une chose tout à fait naturelle de passer à autre chose. Hadi Saïdi. Je peux juste rajouter un mot à ce que dit Si Mohamed, c'est que dans un processus de négociation, l'émissaire qui vient pour rapprocher les points de vue doit avoir la confiance des deux parties. Si une partie a montré clairement qu'elle n'a plus confiance en cet émissaire, je pense que ça ne peut pas marcher. Ça ne peut pas marcher. Donc, Alors, vous l'avez rappelé, donc, cette crise ouverte en mai 2012, on le rappelle, c'était le 17 mai 2012, le Maroc retirait sa confiance à l'émissaire de l'ONU, à Christopher Ross, en raison, je cite, de ses déclarations et de ses initiatives inacceptables et contrevenant aux prérogatives de son mandat. Alors, qu'est-ce qui peut expliquer cette position qu'a eu Christopher Ross tout au long de son mandat? Est-ce que son passage en tant qu'ambassadeur à Alger quelques années auparavant explique ce manque d'impartialité sur le dossier? Naïm Kamel. C'est une partie de l'explication. C'est-à-dire, il ne faut jamais oublier que Christopher Ross est un parfait arabisant. Donc, oui, il a été en poste après Alger à Damas. Il a été à Damas, non. Et puis, moi, ce que je dis, c'est dire qu'il a l'accessibilité directe avec toutes les subtilités sémantiques et cognitives du discours. Et il faut croire qu'il s'est lié avec beaucoup d'amitié en Algérie, avec les responsables algériens, avec les groupes d'intérêt algériens, avec les gens du Polisario, et qu'il avait de bonnes prédispositions. D'ailleurs, ce n'est pas étonnant si aujourd'hui ceux qui le pleurent, c'est Alger et le Polisario. C'est que ceux qui regrettent et qui essaient de mettre sur le dos du Maroc son départ, ce sont Alger et le Polisario, alors que Alger et le Polisario avaient eux-mêmes récusé auparavant, et ils s'en étaient arrogé le droit, Peter Van Walsum, le Néerlandais, qui avait fait une approche très correcte, très pragmatique, très réaliste du conflit. On pourra peut-être y revenir tout à l'heure. Alors, mais est-ce que Ross fait partie de cette clique des néoconservateurs américains qui ont théorisé, qui ont travaillé pour le chaos créatif? Celle qui avait donné, on en a parlé déjà, le Grand Moyen-Orient, ce chaos créatif dans lequel nous vivons aujourd'hui, à peu près dans la moitié des pays arabes, la Syrie, la Libye, la Tunisie à peu près, l'Irak, le Yémen. Ce sont des gens comme lui qui ont théorisé à ce... Et donc, il a cherché, à mon sens, à vouloir reconduire et conduire à des situations de blocage qui amènerait à des tensions. Donc c'est un scénario qui serait voulu dans cette logique du chaos créatif? Je ne suis pas vraiment un adepte de la théorie du complot, hein, dans le général, mais je soupçonne que ce parti pris qu'il a eu, vous savez qu'il a été dans les territoires du Sahara marocain, inciter les gens. Et chaque fois que son arrivée était une occasion pour créer des mini-manifestations, pour trouver des situations. D'ailleurs, c'est l'une des raisons où le Maroc lui a dit, s'il vous plaît, ne venez plus au Sahara, venez à Rabat si vous voulez discuter. Voilà, Rabat. Les représentants marocains sont à Rabat, donc venez à Rabat. Ils ne sont pas là-bas. Si vous voulez discuter avec nous, marhaba bik à Rabat. Et c'est, pour revenir à la question, c'est les intérêts qu'il servait qui restent occultes. Mohamed Ezouak, vous partagez cet avis comme quoi les appartenances aussi idéologiques, en plus de son passé diplomatique, expliquent les positions qu'il a eues sur le Sahara?
Évidemment, quand on est ambassadeur dans un pays, on peut nouer des relations. Donc ça, c'est une évidence qu'il avait peut-être plus d'affinité avec les responsables algériens que marocains. Mais je pense que c'est une erreur de rendre responsable qu'une seule personne. La réalité, elle est beaucoup plus complexe. D'ailleurs, on a vu dans le mandat de Ross 2 temps. Le premier, où il y avait plutôt Hillary Clinton, qui était ministre, enfin au département d'État, donc ministre des Affaires étrangères, et qui essayait quand même d'avoir une relation avec le Maroc beaucoup plus équilibrée, et donc influait aussi, parce que le dossier du Sahara, en fait, à l'ONU, est sous l'influence ou sous l'emprise des États-Unis. Donc il faut que les choses soient claires. Et donc le premier temps, c'était le département d'État, bien sûr, qui est à la manœuvre. Le premier temps avec Hillary Clinton, où ça se passait plutôt bien, il y avait quand même des rencontres informelles, donc les choses, on essayait quand même d'avancer, même s'il y avait une certaine appréhension vis-à-vis de Ross et vis-à-vis de son passé et de ses accointances. Et puis le deuxième temps, où là on a eu un changement au département d'État, et là on a vu aussi un changement dans la position, dans la posture de Christopher Ross, et un braquage finalement, une tension avec le Maroc, puisqu'il voulait faire passer, comme tu l'avais dit, effectivement il y avait une volonté au départ d'être le facilitateur, et on s'est retrouvé avec un envoyé spécial qui était là pour miner le terrain finalement, avec des déclarations, parfois qui pouvaient être intempestives, essayer de faire pression sur une partie pour qu'elle accepte finalement elle seule de faire des concessions, et c'est là où les tensions se sont exacerbées, et le Maroc a vraiment bloqué, a tapé du poing sur la table, pour dire stop finalement à cette dérive où un envoyé spécial devient une sorte d'acteur ou de maître du dossier. Il perd sa neutralité. Naïm Kamal et Aziz Saïdi. Pardonnez-moi. Moi, je comprends très bien ce que dit mon confrère Zouar sur la première phase, mais je n'y adhère pas totalement. C'est vrai que quand il y avait Hillary Clinton au département d'État, il le bridait un peu. Mais dès le départ, Christopher Ross est venu avec l'idée de sortir du contexte qu'avait placé le Conseil de sécurité, c'est-à-dire, et qui avait commencé avec James Baker dans le plan Baker 1, c'était en 2000, c'est-à-dire il faut du réalisme et un esprit de compromis. C'est-à-dire où, quand le Maroc avait fait le pas, parce que le Maroc avait fait les concessions nécessaires. Donc Ross voulait revenir. Il a marqué une rupture dès le départ. Il a marqué une rupture. Tout son travail, dès le début, était de ramener le processus à l'avant de Baker 1. Et même au temps de Dekouillard, quand il était secrétaire général de l'ONU, et détruire toute cette évolution qui s'était faite. Le Maroc, d'ailleurs, c'est pour ça, le roi Mohamed VI avait, dans un discours, dit le Maroc a fait le nécessaire. Le Maroc a fait le pas, il a fait la concession, il a répondu à cet appel du réalisme et de l'esprit de compromis en proposant l'autonomie avancée ou l'autonomie élargie, alors que de l'autre côté, rien ne s'est passé. Lui, il voulait même ça, ne plus en tenir compte. Alors effectivement, avant de donner la parole à Aziz Saïdi, c'est une position que le roi du Maroc, Mohamed VI, a rappelé dans son discours le 6 novembre 2015. L'initiative d'autonomie pour les provinces du Sud est le maximum que le Maroc peut offrir. Son application reste tributaire de l'impératif de parvenir à une solution politique définitive dans le cadre des Nations Unies. Il se leurre, celui qui attend du Maroc qu'il fasse une toute autre concession, car le Maroc a tout donné. Il a donné la vie de ses enfants pour défendre le Sahara. Voilà, c'était un rappel de cette position. Aziz Saïdi ? Je pense que cet élément du discours est très instructif pour mettre en lumière tout le mandat Ross et pour mettre en lumière, parce que je rejoins Mohamed dans le sens où, certes, on peut voir que Ross lui-même avait, d'ailleurs on l'a vu à travers quelques actes qu'il a commis, que justement il avait une position, il avait un parti pris dans ce dossier. Mais par contre, je rejoins Zouar dans le sens où il y a la mainmise américaine sur le dossier est très importante. Et on voit une inflexion du département d'État américain qui s'est accélérée ces dernières années et où on voit qu'on essaie d'acculer le Maroc à donner des concessions qu'il ne peut plus donner. Donc je pense que c'est important. Et justement, ce discours de Riyad est venu montrer que le Maroc ne pouvait pas aller au-delà de ce qu'il a déjà avancé. Et plus que ça, on n'est plus dans une relation
dans une relation où on serait sous une tutelle qu'elle soit, et qu'on pourrait justement faire marcher ou mettre à l'œuvre le concert des nations avec plein de fronts, pas seulement les États-Unis. Et je pense que c'est un élément important et que c'est un élément qui sera d'autant plus important dans les jours qui viennent, dans les semaines qui viennent, dans la nomination du nouvel émissaire ou envoyé spécial, le secrétaire général de l'ONU, qui, selon moi, s'il est américain, ça ne serait pas bon pour nous. Alors, juste, vous avez évoqué le discours de Riyad, celui que j'avais cité tout à l'heure, c'était le discours du 6 novembre 2015. Mais le discours de Riyad, justement, où le roi évoque la problématique de ces changements d'administration répétitifs. Et voici ce qu'il disait lors du sommet Maroc-Pays du Golfe à Riyad, donc le 20 avril 2016. Le problème reste posé avec les responsables des administrations qui changent en permanence dans certains de ces pays. À chaque changement, il faut déployer de grands efforts pour informer ces responsables du dossier du Sahara marocain, de toutes ses dimensions et de ses véritables dessous, et leur rappeler que ce conflit qui dure depuis plus de 40 ans a fait de nombreuses victimes et occasionné d'importants coûts matériels, et que le dossier du Sahara est l'affaire de tous les Marocains et non seulement celle du Palais Royal. Naïm Kamel. Non, je voudrais rester dans ce schéma de Christopher Ross et de l'administration américaine. Écoutez, ça fait 40 ans que je suis ce dossier. J'ai commencé le journalisme avec ce dossier. Et moi, j'ai l'impression que les Américains font un jeu de dupes. Ils alternent le chaud et le froid, c'est-à-dire à un moment donné, ils montent la barre haut, et sachant que la France va passer derrière. Alors, ce chaud et ce froid, juste, c'est indépendant des orientations de l'administration américaine, c'est-à-dire démocrate ou républicain, Vous savez, on a eu avec des démocrates comme Jimmy Carter beaucoup de difficultés. Donc ça ne veut rien dire. Mais on a eu avec un démocrate qui est Bill Clinton moins de difficultés. C'est-à-dire, on a eu avec John Kerry, qui est un républicain, beaucoup de difficultés. On a eu avec Hillary Clinton, quand il était au département d'État, moins de difficultés. C'est-à-dire, parfois, c'est un mélange. Mais dans la stratégie ou dans la vision globale des Américains, ils essayent de faire plaisir à tout le monde, de telle manière à ce que chaque fois on nous sorte une proposition où ils mettent la pression sur le Maroc, où ils obligent le Maroc à monter au créneau. Alors, comme ça, ils disent aux Algériens, où ils ont des intérêts pétroliers, voilà, nous avons fait le nécessaire, mais que nous ne sommes pas seuls détenteurs du veto, et que la France, et ils laissent la France en tête-à-tête avec l'Algérie. Et ils disent, et au Maroc, ils disent, vous voyez, ça, on a quand même reculé quand vous avez manifesté, quand vous avez protesté. Et ça, moi, j'ai l'impression que c'est un jeu assez vicieux. Il faudrait en tenir compte. Un jour, il va falloir dire aux États-Unis, et ça, on peut en faire une émission spéciale, c'est-à-dire ce que le Maroc a fait et a payé pour les États-Unis dans l'histoire de la montée de la puissance américaine depuis l'avènement de Feu Hassan II. Je retiens l'idée, je la note. Non, mais c'est vrai, parce que si le Maroc a eu beaucoup de difficultés dans le dossier du Sahara, à l'ONU et dans d'autres instances internationales, c'est parce qu'à un moment donné, il était un allié des États-Unis. Et je l'ai dit une fois, je le répète, c'est là un jour où Hassan II était sorti, il dit, bon, il y a le bloc soviétique qui lui agit comme un clan, et il y a le bloc du monde libre qui lui agit comme un club. C'est-à-dire chacun a la carte. Donc, il faut, à un moment donné, qu'on clarifie toute situation. Bien sûr, les États n'ont que des intérêts, n'ont pas d'amis. Et les situations évoluent. Mais je crois qu'il faut rester très vigilant à l'égard du jeu américain. Alors, vous avez évoqué la France, sur laquelle comptent les États-Unis pour rééquilibrer dans les périodes où il souffle justement beaucoup le chaud. Justement, Antonio Guterres a nommé, dans le cadre de la restructuration de ses équipes, il a nommé le diplomate français Jean-Pierre Lacroix comme responsable du département des opérations de maintien de la paix dans le monde. On sait que la France a toujours soutenu le projet d'autonomie défendu par le Maroc. Est-ce que c'est une bonne nouvelle, le fait qu'Antonio Guterres s'entoure de ce diplomate français pour revoir ce département des opérations de maintien de la paix?
Moi, je le Kamel, connais. et ensuite Aziz Saïdi. Moi, je le connais pas. Je le connais pas, donc je peux pas porter de jugement. Mais on avait dans la machinerie qui entourait Ban Ki-moon beaucoup de Français, comme le porte-parole. D'ailleurs, il remplace un Français. Donc, voilà, donc même son prédécesseur était un Français. Qui a, indépendamment de la position du Quai d'Orsay, nous créait beaucoup de problèmes. Moi, je pense que ce que vient de dire Sinaïm par rapport aux États-Unis, il est valable aussi pour la France, parce que la France aussi tient le bâton par le milieu entre Alger et Rabat. Donc, en fait, c'est peut-être ce qui fait, c'est un élément constitutif du blocage des négociations, je pense. C'est cette manière de ménager le chou et la chèvre à chaque fois, et de quelque part jouer sur un jeu à deux temps où à chaque fois on va élever la barre et après on revient pour dire non. Je pense que c'est quelque part, ça fait 4 décennies que ça se passe et c'est toujours la même ritournelle. Il faut changer de schéma. Il faut changer de schéma, exactement. Et je pense que le seul schéma qui puisse être valable, c'est justement de sortir de cette ornière qui est celle qu'on va rester avec cette tutelle historique de la France, des États-Unis et de l'Espagne. Donc, et peut-être aller justement internationaliser ce conflit, de manière à ce que... Et je pense que l'élément, et là, l'élément qui est important, c'est peut-être l'adhésion, encore une fois, à l'Union africaine, permettra de ramener cette question à son foyer africain, et où là, peut-être que les choses sont moins convenues que d'habitude. Alors, on allait parler du contexte à la fin, mais juste la question du successeur de Christopher Ross. Oui. Il y a déjà quelques noms qui circulent. Il y a celui de John Bolton, l'ancien ambassadeur des États-Unis aux Nations Unies. Et puis, il y a aussi l'ancien ministre espagnol des Affaires étrangères, Miguel Ángel Moratinos. Lequel pourrait être le mieux? Qui a été premier secrétaire de l'Espagne à l'ambassade espagnole à Rabat pendant des années. Alors, pour schématiser, en fait, il y en a un qui est pro-marocain, l'autre pro-algérien. C'est pour ça que d'ailleurs certains disent que ces deux noms qui circulent le plus risquent d'être tous les deux écartés par défaut d'impartialité. Le Polisario a pris position. Et comme on le sait, que le représentant ou le médiateur onusien doit avoir l'assentiment de toutes les parties. Et déjà, le Polisario a déclaré, je crois pas plus tard qu'hier ou avant-hier, par la voix, je crois, de son ambassadeur à Alger ou de son ministre des Affaires étrangères, soi-disant ministre des Affaires étrangères, que si un jour Moratinos devient représentant, autant dire qu'on accepterait Salah Eddine Mezouar comme représentant du secrétaire général. Donc à ce niveau-là, eux, ils ont clarifié leur position. Le Maroc reste encore prudent, il est dans la réserve, il attend. On va voir. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a deux tendances. On ne sait pas ce que ça va donner. Mais j'ai un autre point de vue là-dessus, je vais le dire plus tard. C'est-à-dire que on pense à un représentant sud-américain ou européen. Alors on verra, le représentant européen, effectivement, recueillerait l'assentiment de Guterres, qui est lui-même portugais. Et il avait déjà, d'ailleurs, laissé planer le doute sur un éventuel envoyé spécial qui serait européen. Et donc, effectivement, la possibilité d'un Moratinos comme envoyé spécial serait un signe important de la part de Guterres. Mais je pense que Guterres est vraiment, pour le coup, le secrétaire général de l'ONU, et pour le coup, il veut prendre en charge le dossier. Vous l'avez dit quand vous avez cité le discours du roi, le gros problème, en fait, c'est une différence de perception. Pour le Maroc, bien sûr, c'est un enjeu vital. Pour l'Algérie, c'est aussi un enjeu stratégique pour ennuyer géostratégiquement le Maroc. Mais pour les États-Unis, ça reste un petit dossier. Pour les États-Unis, c'est quelque chose... Bon, alors effectivement, vous avez un nouveau responsable du département d'État qui va prendre en charge le dossier, qui va lire et dire, bon, bah ok, il y a ça comme petit problème. Et il le découvre et il commence à zéro. Et c'est la grosse difficulté, en fait. C'est qu'on se retrouve... Comme un conflit secondaire. Tout à fait. Et on recommence à chaque fois la même machine. Il faut convaincre, il faut réexpliquer, revoir l'historique, etc. Guterres, l'avantage, et on l'a vu dans le conflit de Guelgaret, la tension qu'il y a eu à Guelgaret, dans le sud du Maroc, effectivement, à la frontière avec la Mauritanie, effectivement, Guterres veut marquer
de son empreinte, dès le début de son mandat, veut marquer une démarche volontariste pour régler le problème. Et sur une région qu'il connaît bien, puisqu'il avait travaillé sur la question des réfugiés. réfugiés. Il a été au commissaire aux réfugiés. Absolument. Donc, il connaît bien la région et ce qui est bien, ce qui est positif, c'est que le Maroc a très vite compris le positionnement de Guterres et il a envoyé aussi des signaux positifs. Et donc l'idée, c'est de montrer qu'on est prêt le retrait de la zone de Guelgalet. Et donc le Maroc montre qu'effectivement, il est un candidat sérieux, stable, qui va vers comment dire, une négociation construite, etc., face à un adversaire qui, pour le coup, est dans la stratégie du pire, de l'aggravation du problème. Et donc ça, je pense que c'est plutôt positif. Et si jamais l'envoyé spécial est aussi européen, ce serait plutôt un signal positif en direction du Maroc. Merci, messieurs. C'est l'heure de faire une courte pause. On reprend la discussion juste après. Restez avec nous. On se retrouve tout de suite après la pub. Nous sommes de retour sur le plateau du débrief. Merci d'être restés avec nous. On finit, messieurs, avec une dernière question donc sur la démission de Christopher Ross. Mohamed Ezouar, juste avant la pause, vous nous rappeliez le contexte actuel, le retrait du Maroc de la zone de Guerguerat, le retour aussi au sein de l'Union africaine. Est-ce que, à un mois du vote à nouveau à l'ONU de la résolution qui doit prolonger le mandat de la MINURSO, le Maroc est plutôt en position favorable? Naïm Kamel. Je ne peux pas pronostiquer. De toutes les manières, nous sommes dans une position, dans une situation de transition, dans une phase de transition au sein de l'ONU. Ban Ki-moon vient de partir, il a laissé son empreinte. C'est lui, au principe, qui est l'auteur du rapport qui devrait être soumis au Conseil de sécurité. Et Antonio Guterres, je ne sais pas s'il va l'entériner à 100%, donc tout est en train de se jouer. Mais j'imagine, si j'ai une bonne appréhension de ce qu'est l'actuel secrétaire général de l'ONU, il va se donner du temps, c'est-à-dire qu'on va reconduire la MINURSO, sauf si la situation se complique sur le terrain, parce qu'on est aujourd'hui dans une situation un peu glissante, vu les escarmouches, la politique d'escalade, de tension. Les provocations aussi. De provocations qui existent dans la région. Ça peut déraper à tout moment. Donc, il y a beaucoup de bruit de bottes, d'un côté comme de l'autre. Algérie, on parle de mobilisation, on parle de fourniture de matériel au Polisario, on parle même des bateaux pour le contrôle en mer. Ici, on parle de rappel des réservistes. C'est vraiment un esprit qui est très tendu. Donc, je crois que Guterres va essayer de jouer d'abord dans un premier temps l'apaisement. C'est-à-dire qu'il faut calmer le jeu, reconduire la MINURSO, voir un rapport équilibré qui ne déplaise à personne pour qu'il puisse d'abord prendre ses marques et aller de l'avant. Et commencer dans un climat favorable. Et dans ce cas, je voudrais revenir à ce que je voulais dire juste avant la pause. Très rapidement, pour qu'on puisse après donner aussi la parole aux autres et passer au deuxième sujet. Il n'y a qu'à moi que vous dites très rapidement. Non, mais il n'y a que vous qui parlez très longtemps aussi. Je vous en prie, allez-y. Non, c'est-à-dire, moi, cette politique de médiateur qu'on a, je crois qu'il a épuisé ses moyens. Depuis que le problème du Sahara ou du conflit du Sahara a existé, il y a toujours eu des émissaires, des médiateurs, des représentants personnels, des envoyés spéciaux du secrétaire général de l'ONU, et sans aucun résultat. À chaque fois, il y a un blocage quelque part, quelle que soit la piste ou la voie qu'on emprunte. Bon, ça a été dit, peut-être parce que aujourd'hui les puissances considèrent que c'est un conflit secondaire, peut-être parce que pour le moment, ils estiment qu'il faut laisser cette bombe à retardement pour le futur. On ne sait pas ce qui va se passer pour qu'ils puissent l'utiliser. Donc c'est toujours une carte dans leurs mains. Ou parce qu'ils, par jeu d'équilibrisme géopolitique sous-régional, il y a un peu beaucoup de tout ça. Or, aujourd'hui, on assiste vraiment à une détérioration de la situation sécuritaire dans toute la région. Et donc, ça peut, à n'importe quel moment, s'enflammer partout. Et ça devient une urgence. Et je me demande s'il va, comme l'a dit Saïd tout à l'heure, s'il ne va pas falloir sortir de cette logique.
Et investir sur d'autres solutions. Sur d'autres solutions. Et d'ailleurs, la solution, comme l'avait dit Peter Van Walsom, c'était que ni l'indépendance totale, ni l'intégration intégrale. Il avait trouvé toute une combinaison. Je vais pas m'arrêter longtemps parce que je ne peux pas parler longtemps. Merci beaucoup d'être compréhensif. Juste sur cette date butoir du mois d'avril, je recite le roi Mohamed VI lors de ce sommet Maroc-Pays du Golfe à Riyad en avril 2016. Il en disait le mois d'avril, qui coïncide avec les réunions du Conseil de sécurité sur l'affaire du Sahara, est devenu un épouvantail qu'on agite à la face du Maroc et parfois un moyen de pression ou d'extorsion. Aziz Saïdi, est-ce que vous partagez l'avis de Naïm Kamel qu'il faut sortir de ce schéma? Oui, je pense aussi qu'il faut sortir de ce schéma parce que ces émissaires, on en a consommé plein et ça n'a pas beaucoup donné de résultats. Maintenant, pour revenir à la réunion d'avril et aux résolutions de l'ONU, je pense que là où c'était vraiment critique, c'était l'année dernière. Je pense que c'était un dernier baroud d'honneur parce que c'était la fin du mandat de Ban Ki-moon et que là, a priori, un nouveau secrétaire général qui s'installe ne va faire que reconduire la même mission avec les mêmes prérogatives. Parce que, rappelons-le, l'année dernière, on avait proposé d'élargir ces prérogatives de la MINURSO, ce qui était complètement aberrant. Donc là, cette année, je pense du moins qu'on ne risque pas d'avoir des surprises. Par contre, l'attention sur le terrain, et notamment à Guerguerat, c'est quelque chose de très important et qu'il faut prendre en compte. D'autant plus que le secrétaire général a appelé les deux parties à se retirer, que le Maroc a obtempéré et que le Polisario ne l'a pas fait. Et que justement, dans le discours de Gutiérrez, du secrétaire général, l'ONU se réserve le droit d'avoir des sanctions, des choses pour pouvoir faire respecter sa voix. Là, on voit que le Polisario joue la surenchère et c'est clair que du moment qu'il voit que la situation, avec le nouveau secrétaire général et avec la démission de Ross, qu'il voit comme une sorte d'abondant quelque part, ils n'ont plus d'autre solution que d'aller vers une sorte d'escalade, vers faire monter la pression, faire monter la tension pour pouvoir un peu garder la main. Et garder la main non seulement pas précisément sur le dossier, mais garder la main à l'intérieur même des camps. Parce que finalement, après le retour du Maroc à l'Union africaine, après la démission de Ross, il y a plein d'éléments qui font que les choses changent et la politique algérienne en la matière et la politique de son affidé, qui est le Polisario, reste figée, reste la même. À un moment donné, c'est une position qui n'est plus tenable. Donc, quand on ne tient plus avec des éléments ou des arguments de raison et de logique, il n'y a plus que la force, il n'y a plus que la surenchère violente pour pouvoir garder la face. Et c'est là où ça devient très, très dangereux. Merci beaucoup, messieurs, de nous avoir aidés à analyser, de nous avoir permis de mieux analyser et comprendre donc cette démission de Christopher Ross. On passe... Non, je suis désolée, il faut vraiment qu'on passe... Allez-y, Naïm Kamel, mais si vous promettez d'être rapide. Le problème est à Alger, il n'est pas à Tindouf. Et Moscou le sait, Washington le sait, Paris le sait, Londres le sait, Pékin le sait. Et donc, si on ne va pas vraiment là où il y a l'abcès, on ne va jamais résoudre ce problème. Merci Naïm Kamel d'avoir été rapide et pour ce dernier mot. On passe au deuxième sujet, donc la crise entre la Turquie et beaucoup de pays européens. Alors on rappelle juste le contexte. Dans le cadre de la campagne pour le référendum qui doit se tenir le 16 avril en vue d'une réforme constitutionnelle, on reviendra tout à l'heure sur les termes de cette réforme. Certains responsables et ministres turcs, notamment le ministre des Affaires étrangères, ont décidé de faire des meetings en Europe, sauf que certains pays s'y sont fortement opposés, dont les Pays-Bas, l'Allemagne, la Suisse, l'Autriche notamment. Et du coup, l'escalade est montée très vite. Est-ce qu'on pouvait s'attendre à une crise de cette ampleur avec des termes très forts? Erdogan a accusé certains pays européens d'être de véritables nazis, d'être de véritables fascistes. Est-ce que les termes sont forts et est-ce qu'on pouvait s'attendre à une crise aussi exacerbée? En fait, Mohamed Zouakh. Erdogan, au niveau national et à l'international, dans
la relation avec les autres pays est dans la surenchère. Il a besoin de maintenir un climat de tension avec les différents acteurs et pour justement permettre qu'ils se maintiennent au pouvoir, qu'ils puissent peut-être réformer cette constitution, amender cette constitution pour augmenter son pouvoir. Parce qu'aujourd'hui, il est président et donc l'habit ne lui sied pas suffisamment. Il faut rappeler un petit peu la chronologie. Le 3 mars en Allemagne, des meetings sont annulés. Entre le 28 février et le 3 mars, plusieurs meetings ont été annulés. 4 rassemblements en tout. Erdogan traite les Allemands, les responsables allemands et même Angela Merkel plus tard de nazis. Le 11 mars, aux Pays-Bas, un meeting est annulé avec interdiction d'atterrissage pour l'avion du ministre des Affaires étrangères. Le 9 mars, les autorités hollandaises ont fait savoir qu'ils allaient empêcher Tout à fait, ils avaient annoncé au préalable. La ministre de la Famille, donc on sent qu'il y a de la tension. Le ministre de la Famille turc qui est venu par voie terrestre, par route, qui se fait interdire l'accès au consulat et qui est raccompagné à la frontière. Qui devait aller au consulat de Rotterdam et qui a été raccompagné et expulsé, absolument. Le 12 mars, alors là, pour le coup, il y a eu moins de tension puisque à Metz, il y a eu une réunion qui a été tenue. Donc la France, finalement, en fait, le meeting du ministre des Affaires étrangères turc qui devait se tenir aux Pays-Bas à La Haye a été fait à Metz. La France est la seule à avoir rompu le consensus avec les autres pays européens, mais on commentera ça tout à l'heure. Et donc là, Erdogan, nouvelle escalade, il revient en parlant de nazisme, de fascisme, en rappelant que les Pays-Bas, les casques bleus hollandais avaient été les auteurs du massacre de Srebrenica. Je ne sais plus, c'est plusieurs milliers de morts, 8000 morts, je crois. Donc on voit très bien qu'il y a une volonté... Et puis en refusant le retour à Ankara de l'ambassadeur néerlandais avant-hier, lundi. Donc rupture diplomatique avérée. Pour tous les responsables politiques, tous les diplomates hollandais, refus de l'espace aérien, refus d'accès à l'espace aérien. Donc on voit très bien qu'il y a une volonté d'escalade. Alors lui, il s'en défend, va forcément dire nous n'avons rien fait, c'est vous qui avez amené à cette situation. Je pense que les responsabilités, en fait, sont dans les deux camps, finalement. Erdogan sait très bien que c'est des années électorales dans les différents pays, en France, Pays-Bas, Allemagne, etc. Donc il y a quand même des tensions. On ne veut pas qu'il y ait de l'influence auprès des électeurs, etc. Et puis qu'il y ait des débats, des meetings qui soient organisés en pleine année électorale. Alors évidemment, les Pays-Bas, c'est aujourd'hui en plus. Donc forcément, on était vraiment au paroxysme de la campagne électorale. Et donc le Premier ministre Rutte, Premier ministre néerlandais, ne pouvait pas laisser ou prêter le flanc à la critique, puisque De Wilders l'attendait au tournant pour dire vous autorisez des meetings des responsables turcs, vous êtes un faible, vous êtes quelqu'un qui est allié avec l'étranger. Alors on sait en plus que De Wilders est très affable et utilise des termes assez insultants. Donc on voit très bien qu'il y a un climat de tension ou un petit peu une sorte d'alignement des astres qui est en défaveur plutôt des pays européens. Et donc la Turquie essaie justement, Erdogan notamment, essaie de jouer la tension pour essayer de faire pencher la balance pour le référendum de la réforme constitutionnelle. Alors pourtant, on reste en Hollande, puisqu'effectivement il y a un scrutin important aujourd'hui, où donc Geert Wilders, le leader de l'extrême droite, risque de connaître une montée en puissance au Parlement. Est-ce que l'attitude du gouvernement néerlandais ne peut pas aussi être comprise à l'aune de cette menace de l'extrême droite, comme si le gouvernement voulait prendre les devants? Je cite le chef de la diplomatie néerlandaise qui s'est exprimé le 9 mars, Bert Koenders. Alors j'espère que je n'écorche pas les noms, parce qu'entre les noms hollandais et les noms turcs, j'espère ne pas écorcher trop les noms. Donc Bert Koenders, le 9 mars, nous ne participerons pas à la visite d'un responsable gouvernemental turc qui veut mener une campagne politique pour le référendum. Par conséquent, nous ne coopérerons pas. Aucun des moyens habituels fournis pour une visite ministérielle ne seront accordés. Nous sommes d'avis que l'espace public néerlandais n'est pas l'endroit où mener la campagne politique d'un autre pays. Est-ce qu'ils sont aussi dans la surenchère pour couper l'herbe sous le pied de l'extrême droite? Naïm Kamel. Écoutez, tout le monde est dans la surenchère dans cette histoire, que ce soit les Hollandais, que ce soit les Allemands, que ce soit les Suisses, que ce soit les Autrichiens, que ce soit les Turcs. On est dans une spirale de surenchère. Ce que je voudrais dire, il y a un fond de tension qui est fondé sur une base électorale, parce qu'on est en phase électorale partout. Et
parce qu'il y a un problème de la migration et des réfugiés, et qu'autour de ce problème, et puis qu'il y a dans l'espace européen une montée des nationalismes. Hein, comme Le Pen veut l'appeler patriotisme, c'est du nationalisme au sens européen, pas au sens loatania comme on l'entend, non. C'est-à-dire qu'il y a de l'extrémisme et il y a une ambiance. Et j'ai même lu quelque part qui a été qualifié qu'on est dans une ambiance des années 30, de l'entre-deux-guerres. C'est-à-dire cette montée des méchants un peu partout. Et des réflexes identitaires. Mais pour la Turquie, il y a également l'arrière-pays qui est la Syrie, qui est les Kurdes, qui est le jeu qui se joue entre l'Iran, entre les États-Unis, entre la France, entre les Russes, entre l'Arabie Saoudite et la Turquie dans cette région, est également parce que personne ne joue franc jeu dans cette histoire. Chacun a son propre calcul. Les Turcs ne veulent pas, les Américains et les Européens ont envie de créer un État kurde. Les Turcs... Il a d'ailleurs accusé Erdogan, la chancelière allemande, d'accueillir des Kurdes sur le territoire allemand. C'est une réalité. Il fait partie de la carte qui a été établie par les Américains pour cette région. Donc il y a également ce calcul. Il n'est pas étranger à cette tension. Maintenant, moi je suis un peu surpris par les propos d'Erdogan. Je ne me fais pas le défenseur de ce puant qui est... Peter... Geert Wilders. Voilà, Geert Wilders, avec tout le propos injurieux qu'il tient, mais également aller accuser Merkel de réminiscence nazie, alors qu'on sait qu'il y a une résurgence du néonazisme en Allemagne. Je trouve que de la part d'un chef d'État, c'est un peu excessif. Or, tout ce qui est excessif, comme disait Talleyrand, est insignifiant. Or, ce qui me rappelle et ce qui me choque dans cette histoire, ce que je voudrais retenir, qui n'a rien à voir avec ça, c'est que ce soit Erdogan, que ce soit en Égypte, Mohamed Morsi, quand il était président de l'Égypte, avant qu'il ne soit renversé par le maréchal Sissi, que ce soit quelqu'un de chez nous qu'on connaît très bien, ils sont toujours dans l'excès. Ils sont toujours dans l'antagonisme. Ils ne vivent que dans l'antagonisme. Et ça, moi, je suis un peu surpris par cette attitude, par cette psychologie. Pour vous, c'est une constante? C'est une psychologie commune. Aziz Saïdi, est-ce que vous pensez aussi que Erdogan est acculé? Les sondages ne le donnent pas forcément gagnant sur ce référendum, alors qu'il a fait un sans faute, entre guillemets, jusqu'à maintenant. Il a été élu très majoritairement et pour la première fois au suffrage universel direct en 2014. Il a survécu à une tentative de coup d'État l'été dernier. Il y a déjà eu une première réforme constitutionnelle qui a étendu ses pouvoirs en 2012. Donc pour l'instant, il fait un sans faute. Et là, avec ce référendum qui a été annoncé en février dernier, il n'est pas forcément gagnant puisque je cite des sondages avancés par un journaliste turc à France Info le 13 mars. On serait à 50% pour le oui, 50% pour le non. Les Turcs qui vivent en Europe représentent 1 à 2% des suffrages. Donc ils peuvent faire basculer le scrutin, sachant que très majoritairement, ils sont les soutiens de Erdogan. Donc est-ce que Erdogan aussi, vous pensez qu'il est dans la surenchère pour faire basculer le vote pour lui en disant que l'Europe est l'ennemi et se poser en victime dans cette crise? Plus que ça, c'est un all-in parce que ça fait plus d'une décennie qu'il remporte suffrage sur suffrage. L'AKP est majoritaire depuis le début de la décennie 2000. Et d'ailleurs, il y a eu des dividendes économiques, de développement, c'est indéniable. Maintenant, cette question du référendum constitutionnel est devenue une question, mais on ne peut plus clivante en Turquie. Oui, d'ailleurs, les sondages disent que c'est très, très serré. Bien sûr, parce que même l'AKP et Erdogan se basent sur un électorat de classe moyenne, voire un peu conservateur et plutôt rural, ou en tout cas pas les stambouliotes qui sont plus ouverts, plus, je ne sais pas comment on peut qualifier ça. Plus progressistes, voilà. Donc, plus libéraux, ouais, dans le libéraux au sens mœurs et non pas au sens, au sens économique. Voilà, et là, c'est clivant parce que là, pour le coup, si ça passe, il aura les coudées franches.
si ça passe, c'est un vrai système présidentiel. Il peut révoquer les ministres, il peut faire des décrets, il peut faire l'état d'urgence comme il veut. Alors, je vous interromps juste pour rappeler le fond de cette réforme pour laquelle les Turcs sont appelés à se prononcer donc le 16 avril prochain. C'est une réforme qui propose le changement de 18 articles de la Constitution, un changement qui pourrait faire réunir tous les pouvoirs de la justice, de la présidence, du Parlement et du gouvernement dans les mains d'un seul homme. Et ce journaliste turc que je citais tout à l'heure, Emre Demir, à France Info, donc lundi dernier, il donne cette comparaison. C'est comme si le président du PSG devenait le président de la fédération de foot, contrôlait les arbitres, pouvait annuler la ligue, échanger les règles du jeu quand il le veut. Et donc l'essentiel de cette réforme, ce serait de donner le pouvoir absolu à Erdogan. Voilà, c'était juste pour donner le fond de cette réforme. C'est tout à fait ça. Et en fait, le fond de cette réforme montre que maintenant, surtout que ça vient après le coup d'État et après la purge qu'il y a eu après le coup d'État. Puisqu'on l'a vu, je suis sûr qu'il a fait une purge, que ce soit chez les fonctionnaires. 41 000 personnes arrêtées. Je ne pense pas que c'était tous des gens de Fethullah Gülen. Hein. Donc voilà, il a dû avoir... 48 000. 48 000. Moi, j'avais le chiffre de 41 000, parce qu'il y a plusieurs ONG. En tout cas, il y a eu une vraie purge où toutes les voix dissidentes ont été tues. Il y a eu aussi on voit de 120 000 fonctionnaires. Voilà. Il y a eu aussi l'emprisonnement des rédacteurs en chef de Cumhuriyet. Il y a eu plein d'éléments qui sont de plus en plus inquiétants et qui font que ces fameux Turcs libéraux s'inquiètent pour leur liberté et se mobilisent un peu plus. Donc, l'enjeu est là et l'enjeu est important électoralement. D'autant que si cette réforme était votée, il serait au pouvoir jusqu'en 2029. Il aurait les coups Oui, des parce freins qu'il aurait deux mandats encore, possiblement deux mandats à faire. Mais il faut pas. Ça, c'est l'aune électorale turque, mais il y a aussi le prisme électoral européen qui fait qu'on est dans une année électorale et qui fait qu'on a une montée des nationalismes, on a une montée de la question identitaire. Et qui mieux que la Turquie peut représenter ça, puisque on va dire, c'est le voisin le plus proche qui ne soit pas de cette matrice, comment ils ont appelé ça, judéo-chrétienne de l'Europe. Donc ça représente tout simplement l'autre au sein de l'Europe. On a toujours interdit... L'autre dont on n'a jamais voulu, au nom justement de cette différence culturelle et cultuelle. Et donc justement, je vais conclure très très vite. Et donc justement, c'est là où les deux ont intérêt à jouer la surenchère. Que ce soit les nationalistes du style Geert Wilders ou que ce soit Erdogan. Parce que finalement, c'est eux qui vont avoir les dividendes de ça dans les urnes. Et qui sont les victimes? C'est les modérés, dans les deux camps. Mohamed Ezwaq. Vous avez dit une chose importante. Effectivement, on ne voulait pas de la Turquie au sein de l'Union européenne. Mais ce qui est, entre guillemets, drôle, ce qui peut paraître un peu bizarre, c'est qu'en fait, le parti du Premier ministre actuel, Mark Rutte, le VVD, avait accepté la proposition, la candidature, était plutôt favorable à la candidature pour l'adhésion au sein de l'Union européenne de la Turquie. Donc on a l'impression qu'il y a une sorte de retournement de situation. Et à cette époque-là, donc c'était en 2004, et à cette époque-là, devinez ce qui s'est passé. De Wilders, qui faisait partie des libéraux, a démissionné, et 2 ans après, il a créé son propre parti d'extrême droite, le PVV, en 2006. Donc on voit très bien qu'il y a une sorte de retournement de situation où Mark Rutte est bloqué entre De Wilders et puis ces provocations de Erdogan. Et ce qui est un petit peu particulier, bizarre aussi dans cette situation, on ne sait pas trop à quoi joue Erdogan, parce qu'en fait les Pays-Bas est un très gros investisseur en Turquie. 20 milliards de dollars sur les 10 dernières années. Donc c'est incontournable comme partenaire économique, avec, je crois, 1 million de touristes hollandais chaque année en Turquie. Donc on voit très bien qu'il y a quand même des enjeux économiques extrêmement importants. Et on a l'impression que Erdogan a conscience, bien sûr, de ces enjeux économiques, mais qu'il a une échéance à court terme, qui est le passage de cette réforme constitutionnelle, de ces amendements au niveau de la Constitution, pour lui permettre, justement, comme vous l'avez souligné, les pleins pouvoirs, mais qu'après, il y aura une réconciliation. Donc c'est quoi? C'est un coup de bluff en vue d'une échéance à court terme, qui est le référendum du 16 avril? Aujourd'hui, la situation lui est favorable. En tout cas, il a intérêt à faire ça, à aller dans la surenchère, à aller dans la tension, pour ensuite se réconcilier de toute façon. Et il y aura une réconciliation.
On se rappelle ce qui s'est passé avec la Russie. Moscou, Voilà. Donc on voit très bien qu'il peut y avoir un retournement complet de politique étrangère, mais en l'espace de peut-être d'une semaine ou d'un mois. Donc il peut très bien revenir complètement sur ces insultes et dire oui, effectivement, bon, je suis allé un peu trop loin, je reviens là-dessus, on est des amis, on est des alliés indéfectibles. Dernière petite remarque, le maire qui a aussi... C'est un Marocain d'origine marocaine. C'est Ahmed Boutaleb, c'est ça? Oui. Ahmed Boutaleb qui s'est aussi positionné contre la venue des ministres et contre les ministres. Alors, juste pour résumer un peu tout ce qu'on vient de se dire et les différents aspects donc, de cette position de Erdogan, je vous cite l'analyse de Jean Marcoux, qui est professeur à Sciences Po et qui est chercheur associé à l'Institut français d'études anatoliennes à Libération, dans le journal Libération. C'était dimanche, donc le jour du meeting à Metz, qui a aussi fait couler beaucoup d'encre en France. Pour les Turcs, il y a deux frustrations importantes, ne pas être rentrés dans l'Union européenne et la non-levée des visas pour les ressortissants turcs en Europe, qui était la contrepartie de l'accord sur les réfugiés. Toutes les questions européennes sont sujettes à conflit, mais la Turquie tient à garder une relation avec les Occidentaux. Son rapprochement avec la Russie n'est pas durable et elle n'a rien obtenu de l'Amérique de Trump, ni l'extradition de Fethullah Gülen, ni l'arrêt du soutien américain aux Kurdes. Son offensive en Syrie contre Daesh est bloquée. Il faut redorer son blason. Et cette affaire avec les Pays-Bas est un bon terrain de propagande. Il y a un aspect qu'on n'a pas abordé qui est contenu dans cette citation, c'est la question des réfugiés et de l'accord entre la Turquie et les pays européens sur cette gestion des réfugiés. Est-ce qu'elle peut être remise en cause, parce que c'est quand même une des crises majeures à laquelle est confrontée l'Europe, dans un contexte de montée des nationalismes et donc du rejet de ces réfugiés, ou est-ce que, comme le disait Mohamed Ezouak, c'est juste une crise temporaire pour des fins politiques temporaires et qu'ensuite on pourra continuer à travailler comme avant? C'est le dernier tour de table parce qu'après on arrive à la fin de l'émission. Donc moi je vais être rapide alors. Je ne crois pas que Erdogan irait, même s'il est excessif dans son discours, dans son langage, dans ses insultes, qu'il irait jusqu'à ouvrir les vannes aux réfugiés pour envahir l'Europe, parce que d'abord il y a des milliards sur la table. 3 milliards d'euros. Ce n'est pas 3 milliards d'euros, absolument. Ce n'est pas seulement une histoire de visa. Ce n'est pas seulement une histoire de visa. Depuis tout à l'heure, je suis silencieux. Non, mais parce qu'on est en train de me dire qu'il nous reste très peu de temps pour conclure. Alors, brièvement, je ne crois pas qu'il irait jusque-là. Très bien, merci beaucoup. Alors là, pour être rapide, c'est rapide. Aziz Saïdi, j'en attendais pas tant. Non, je pense pas non plus. Maintenant, aujourd'hui, il y a eu une déclaration, enfin, il y a même deux déclarations du président de la Commission européenne et du président du Parlement, je pense, qui les deux se sont exprimés sur le sujet et qui ont dit « Ah, c'est la Turquie qui veut intégrer l'UE et non pas l'UE qui veut intégrer la Turquie ». Donc, on voit bien que c'est plus des réponses émotionnelles que des réponses logiques et réfléchies. Par contre, juste un mot, moi, je souligne un truc, c'est que c'est une chose importante par rapport à Erdogan. Il a montré pendant plus de 2 décennies que c'était un politicien roublard, émérite, qui savait mener à bien ses campagnes. Et je pense que là, c'est lui qui est en train de mener la danse et non pas l'UE. Dernier mot, si vous pouviez faire comme Naïm Kamel, ce serait super. Jusqu'à avril, la tension continuera de monter. D'ailleurs, ils ont déclaré que l'accord pour les réfugiés était nul et non avenu. Ça y est, c'était la fin. Mais je pense qu'après, il y aura une volonté justement de renouer avec l'Union européenne. Très bien, alors l'avenir nous le dira. Merci beaucoup, messieurs, d'avoir été avec nous ce soir. Merci infiniment. Merci à vous tous et à vous toutes de nous avoir suivis. Restez sur Média TV. Dans un instant, vous avez rendez-vous avec la suite des programmes. Et quant à nous, on se donne rendez-vous mercredi prochain pour un nouveau débrief. Très bonne soirée à tous.